bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons retourner aux États-Unis pour découvrir un autre tueur en série. Il s'agit de, t'es pas trop con, normalement tu l'as vu dans le titre, Jeffrey Dahmer. Le petit Jeff est né le 21 mai 1960 dans une famille plutôt aisée, vivant à Milwaukee. À l'âge de 7 ans, il a par la suite déménagé dans l'Ohio, à Boughton Township, avec son petit frère et ses parents. Pas comme certains, hein. Tout commence bien pour lui a priori, mais ses parents sont loin d'être parfaits. Son père est toujours au travail, souvent absent et ne s'occupe pas de ses enfants. Sa mère, quant à elle, est recluse à la maison, elle est dépressive et sombre dans la névrose. À l'âge de 8 ans, la vie du petit Jeff continue à déraper puisque son père dira que son fils a été agressé sexuellement par un adolescent du voisinage. Mais beaucoup de questions se posent à propos de ce témoignage puisque même Jeffrey le niera plus tard. Son père aurait peut-être inventé cette histoire pour expliquer les actes de son fils ainsi que son orientation sexuelle, puisqu'il a dit « On dit que certaines personnes sont agressées ou violées par quelqu'un et que c'est ce qui les fait devenir homosexuels. » Ça n'a jamais été mon cas. Petit à petit, Jeff va devenir de plus en plus bizarre, voire carrément flippant. À l'âge de 10 ans, il développe une occupation assez particulière. Quand il se balade à vélo, il cherche des animaux morts, il les ramène chez lui pour les disséquer. Il blanchissait même les os avec de l'acide. Vous trouvez ça glauque? Sauf qu'il y a pire, il a même déjà cloué la carcasse d'un chien à un arbre et planté sa tête sur un pieu. Tu le sens, l'enfant pas du tout perturbé là. Par contre, il n'aurait jamais torturé d'animaux vivants parce qu'il trouvait ça trop cruel. Et ça, j'ai envie de le croire, même si je sais pas. Et là, vous pourriez me dire, et vous seriez légitime de le dire, en tant que parent, moi je m'inquiéterais. Sauf que ses parents, rappelez-vous, ils s'en fichent de lui. Voilà, ils lui prêtent pas attention. Du coup, il remarque rien. Et il le laisse faire. À partir de ses 13 ans, il découvre son homosexualité. Sauf qu'avec ses parents fantômes, il ne peut pas en parler et du coup il s'enferme sur lui-même et reste dans ses fantasmes. Encore une fois, on aurait pu s'arrêter là, des fantasmes, tout le monde en a. Sauf que dans les siens, il rêve qu'il frappe des hommes et profite des corps inanimés. Donc déjà c'est plus flippant. Très tôt il commence à boire, mais pas comme un ado qui pourrait se cacher pour boire un panaché en mode rebelle. Non, lui il se peinte vraiment la gueule. Alors au début ça lui permet d'échapper à ses pensées morbides, sauf qu'au final ça aggrave juste les choses. En juin 1978, après l'obtention de son bac, alors qu'il devait rentrer à l'université, sa folie morbide va dépasser la limite. Il va passer des animaux aux êtres humains. Steven X fut sa première victime. Alors qu'il faisait du stop, Jeff lui proposa de venir chez lui pour boire un verre. Sauf que quand Steven a voulu repartir, Jeff lui a explosé le crâne avec une haltère et l'a étranglé. Ensuite, il a mis le corps sous la maison. Sauf que visiblement, il a oublié que l'odeur d'un cadavre, ça sent pas la rose. Du coup, il a fini au bout de quelques jours par le découper en morceaux et l'enterrer au fond du jardin. Après ça, il ne va pas tuer pendant 9 ans. Il va tenter de contrôler ses pulsions. Tant bien que mal, puisqu'il va quand même se faire arrêter pour exhibition sexuelle et il va aussi se faire renvoyer de l'armée pour alcoolisme. Le 15 septembre 1987, Jeff rencontre Steven Tuomi. Ouais, encore un Steven, je sais, ça doit être son truc. Les deux hommes passèrent leur soirée à boire des verres dans un bar gay, puis ils finirent par prendre une chambre d'hôtel. Le lendemain, Jeff se réveilla aux côtés du cadavre de Steven. Il dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé, mais il se rend quand même à l'évidence, il l'a visiblement étranglé. C'est vrai que dans ce genre de situation, tu peux difficilement imaginer autre chose, hein, surtout quand t'as déjà tué avant. Il va alors le découper en morceaux et mettre les morceaux dans une valise pour les transporter jusqu'à chez sa grand-mère, où il vit actuellement, et les jeter à la poubelle. Aucun respect, ouais. Son mode opératoire commençait à être très bien rodé au fil des meurtres. Il rencontre un jeune homme dans un bar gay ou un autre endroit du genre. Il l'attire chez lui en prétextant un tournage vidéo ou une séance photo. Écarte un petit peu ta jambe maintenant. Encore. Puis après une relation sexuelle, il leur offre un verre dans lequel il a mis de la drogue. Une fois endormi, il assassine le jeune homme avant de le démembrer et de l'enterrer dans le jardin. Mais il expérimente aussi. Il fait fondre certains corps avec de l'acide pour ne garder que le squelette. Il conserve d'autres parties dans son frigo. Et souvent, il garde et peint le crâne comme trophée. Sa cible principale sont de jeunes homosexuels de minorités noires ou asiatiques dont la police se soucie peu. Bon, à un moment donné, la grand-mère de Jeffrey, elle commence à s'inquiéter un peu de l'odeur horrible qui se dégage du sous-sol où dort son petit-fils. Du coup, elle lui demande de trouver un autre logement. Ah elle s'est pas emmerdée à trouver d'explication, la mère grand, hein. Et le lendemain de son déménagement, Jeff a eu de nouveaux problèmes avec la police. Ce jour-là, il rencontre Conrad ce nom est imprononçable. Il a 14 ans et Dahmer le connaît bien. En effet, il a été condamné il y a 3 ans à quelques mois de prison pour avoir agressé son grand frère Kaysen. Mais Conrad se méfie pas du tout de lui, pourtant vous vous doutez bien qu'il aurait dû. Jeffrey ramena l'adolescent chez lui, puis après l'avoir drogué, il le viola. Mais ensuite, au lieu de suivre son mode opératoire habituel, il décide de tenter une nouvelle expérience. Il veut verser de l'acide dans son cerveau pour créer un zombie qu'il pourra contrôler et qui réaliserait ses fantasmes. Je vous préviens, ça marche pas du tout. J'ai essayé la semaine dernière.
Ouais, ça marche pas. Mais notre ami Jeff a quand même essayé. Alors qu'il était encore vivant, il a alors fait un trou avec une foreuse dans le crâne de Conrack et y a injecté de l'acide. Par le plus grand des miracles, Conrack s'est réveillé et il a réussi à sortir. Bon, il était carrément dans le coltard, il avait encore une menotte autour du bras et tout, enfin voilà. Mais il est sorti. Et à ce moment-là, 2 femmes qui passaient par là ont appelé la police. Quand la police est arrivée sur place, Jeff était déjà en train de ramener le petit chez lui. Il a alors expliqué aux policiers qu'il s'agissait de son petit ami et qu'il avait 19 ans. On rappelle que le gamin a 14 ans. Hein. Après quelques vagues homophobes de très bon goût, j'en suis sûre, les policiers, convaincus par le jeune américain, et n'en ayant surtout rien à faire du jeune laotien, le laissèrent tranquille, sans même aller voir dans la maison dans laquelle le corps de Tony Hughes était en pleine décomposition dans la chambre. Du coup, si jamais vous vous demandez, Conrack il meurt, hein, grâce à l'efficacité ultime de la police. Le 22 juillet 1991, il rencontre Tracy Edwards. Il est alors en pleine folie meurtrière, il vient de tuer 4 personnes en l'espace de 3 semaines. Et il compte pas s'arrêter. Il est de plus en plus violent et insensé. Il a maintenant des relations sexuelles avec les cadavres et il conserve également la chair et les organes sexuels pour les manger quelquefois. Il a donc invité Tracy chez lui, pour boire un verre, comme d'habitude. Sauf que là, il change son mode opératoire et il essaye de le menacer avec un couteau. Mais Tracy, il est quand même assez balèze et il réussit à le frapper à la tête violemment et à s'enfuir. Il prévient alors la police. Jeff tente de négocier comme la dernière fois avec Conrack, sauf que cette fois-ci, ça marche pas. Les policiers décident de fouiller l'appartement. Et là, il découvre alors des photos d'hommes coupés en morceaux dans la chambre. Dans le frigo, il trouve 3 têtes et un cœur. Je vous ai jamais demandé de manger devant ma vidéo, hein? Les placards, quant à eux, referment des mains et des pénis en décomposition. Pourquoi il les a pas mis au frigo? Enfin, c'est de la viande, quoi. Pourquoi il est... Je me pose beaucoup trop de questions, je crois. Dahmer est alors arrêté aussitôt. Quand même. Son procès a alors lieu l'année suivante, ce qui est plutôt rapide. Il tente de plaider la folie, mais il est considéré comme saint d'esprit et coupable. Enfin, saint d'esprit, hein. On se comprend. Il signe alors une confession de 160 pages, quand même, ouais, qui détaille ses envies meurtrières et ses pulsions sexuelles. Il sera alors condamné pour 15 meurtres à 957 années de prison. J'adore le système judiciaire américain parce qu'avec le cumul de peines, à chaque fois ça donne des chiffres mais abusés quoi. Au bout de 2 ans d'incarcération seulement, le 28 novembre 1994, il est retrouvé le crâne défoncé. Il a été la victime de Christophe Scarver, un détenu schizophrène qui lui pour le coup a vraiment dû être placé en hôpital psychiatrique puisqu'il se prenait pour Dieu. Le cerveau de Jeffrey Dahmer a été conservé à la demande de sa mère pour être étudié. Peut-être qu'elle s'est enfin intéressée à son fils et à ce qu'il avait dans la tête. On ne sait pas. J'espère que cet épisode de Psycho4 vous a plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça parce que, mine de rien, je pars quand même de tueurs en série. Mais moi, c'est des choses qui me passionnent et qui m'intriguent et qui me fascinent, donc ça me fait toujours plaisir d'écrire là-dessus. Je ne suis pas folle, enfin je crois pas. J'en profite aussi pour dire que je suis désolée si ma voix part en freestyle ou des choses comme ça. Mais je suis malade en fait, j'attendais que ça passe pour tourner sauf que ça fait 2 semaines et demie que je suis malade. À un moment donné, il faut quand même que je tourne. Hein. J'en profite également pour remercier mon zombie esclave Blue Blue pour sa participation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et également laisser des pouces bleus pour montrer que vous voulez d'autres épisodes, ça me fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Harley, à bientôt. If I was a flower going wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you and be my bride. Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.